Bonjour et bienvenue. Vous écoutez En écho dans le texte, le podcast des études économiques de BNP Paribas. 3 fois par an, l'équipe économie avancée des études économiques publie son éco-perspective. C'est l'occasion de faire le point sur la situation des grandes économies avancées, que sont les États-Unis, la zone euro et ses principaux pays membres, le Royaume-Uni et le Japon, et notamment de mettre à jour leurs prévisions de croissance au regard des risques spécifiques. Je suis Marianne Muller, économiste Europe en charge de l'Allemagne, et nous recevons pour vous aujourd'hui Hélène Bottchon, chef économiste adjointe et responsable de la recherche macroéconomique, et Lucie Barrette, économiste Europe en charge de l'Europe du Sud. Bonjour Hélène. Bonjour Marianne. Bonjour Lucie. Bonjour Marianne. L'actualité économique du début d'année est dominée, pour ne pas dire écrasée, par les annonces de Donald Trump concernant de nouveaux droits de douane, sensiblement plus élevés, sur les importations de biens aux États-Unis. Plusieurs pays se sont montrés proactifs pour éviter une escalade ou y mettre un terme, comme dans l'exemple le plus récent qui est celui de la Chine. Dans ce contexte, les États-Unis ont décidé de suspendre pour 90 jours l'entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires dits réciproques et d'utiliser ce délai afin de conclure d'éventuels accords bilatéraux. Pendant ce temps, il faut bien garder à l'esprit que les droits de douane, s'ils sont redescendus de leur sommet, demeurent à des niveaux sensiblement plus élevés qu'avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Par ailleurs, l'incertitude reste élevée, en conséquence de quoi les risques baissiers sur l'activité persistent. Dans ce nouveau podcast, nous revenons sur les perspectives économiques à court-moyen terme dans les grandes économies avancées, en analysant les impacts des tensions commerciales, les marges de manœuvre disponibles et les dynamiques économiques attendues. Ma première question est pour toi, Hélène. Quel est l'impact des récentes annonces tarifaires américaines sur l'économie mondiale ? Bien qu'il soit difficile d'en anticiper toutes les conséquences, à court comme à long terme, il ne fait aucun doute que ces annonces auront des effets négatifs, et en premier lieu pour les États-Unis. De manière générale, les droits de douane annoncés devraient entraîner à minima un ralentissement de la demande globale et une réorganisation des liens commerciaux et des chaînes d'approvisionnement internationales afin de se prémunir au mieux du choc tarifaire américain et avec des effets potentiellement durables sur les flux commerciaux. Le caractère erratique et imprévisible des annonces alimente également l'incertitude globale. Bien que des signes de désescalade des tensions commerciales apparaissent peu à peu, notamment avec la pause de 90 jours annoncée le 9 avril par Donald Trump, l'accord récemment signé avec le Royaume-Uni ainsi qu'une autre pause de 90 jours négociée avec la Chine le 12 mai, le contexte reste extrêmement incertain et avec des effets négatifs importants et pérennes sur l'activité. Lucie, je me tourne vers toi avec une première question d'ordre général mais ô combien importante. L'Europe est-elle en capacité de résister à ce choc tarifaire ? Oui, tout à fait. Le bloc européen semble être relativement bien positionné pour résister aux chocs négatifs provenant des États-Unis, et ce pour 3 raisons principales. La première, c'est sa flexibilité budgétaire au niveau de l'Union européenne. La deuxième, c'est sa marge de manœuvre en matière de politique monétaire. Et enfin, la troisième, c'est sa capacité et sa volonté à stimuler la demande intérieure par l'investissement. Tu fais, je suppose, référence au plan d'investissement allemand et à l'effort de réarmement attendu au niveau européen ? Oui, exactement. De manière générale, même si cette hausse importante des dépenses de défense en Europe mettra du temps à se concrétiser, elle devrait renforcer la confiance à court terme. Elle devrait également offrir de nouvelles opportunités aux secteurs confrontés à une baisse de la demande sur leur marché traditionnel. L'Allemagne en particulier pourra réorganiser son industrie en s'appuyant sur ses filières stratégiques et en transférant les capacités de production de ces secteurs en difficulté, tels que l'automobile et la chimie, vers ces secteurs plus robustes, comme les équipements militaires, les métaux ou les équipements électriques et électroniques. In fine, ce redéploiement devrait avoir un impact positif sur la croissance européenne à moyen terme, sans ajouter de pression inflationniste. We're entering a new era as the global economic system that has operated for the last 80 years is being reset. Since late January, many tariff announcements have been made, culminating on April 2nd with near-universal levies from the United States and counter-responses from some trading partners. The U.S. effective tariff rate has surged past levels reached more than 100 years ago, while tariff rates on the U.S. have also increased. Beyond the abrupt increase in tariffs, the surge in policy uncertainty is a major driver of the economic outlook. If sustained, the increase in trade tensions and uncertainty will slow global growth significantly. Et quelles sont vos prévisions de croissance ?
Eh bien, je vais commencer par présenter celle pour l'économie américaine et en mentionnant d'abord la réapparition assez soudaine du risque d'une récession, avec selon nous une probabilité d'occurrence de 25%. Mais ce n'est pas le scénario central retenu. Celui-ci table sur un ralentissement marqué de la croissance américaine. Elle tomberait à 1,3% en moyenne annuelle en 2025 et à 1,2% en 2026. À noter que cette prévision pour 2026 a été légèrement réajustée à la hausse par rapport à ce qui a été publié dans notre éco-perspective à la suite de la publication des chiffres pour le premier trimestre. L'économie américaine échapperait à la récession dans notre scénario central sous l'hypothèse d'une désescalade tarifaire qui se dessine, comme évoqué en introduction, assortie d'une moindre incertitude, condition au moins aussi importante que la désescalade. Et dans le cas contraire, la récession deviendrait le scénario le plus probable aux États-Unis. Regardons ensuite de l'autre côté du Pacifique et ce qui se passe au Japon. En fait, le pays est fortement exposé aux États-Unis car ces derniers constituent la première destination des exportations japonaises de biens et la Chine est en plus la deuxième destination. Donc, de ce fait, nous avons revu à la baisse la prévision de croissance pour 2025 pour le Japon à 0,7%. Et concernant 2026, nous anticipons une croissance tout juste positive de 0,2%. Et pour l'Europe, Lucie, quelles sont les prévisions ? Du côté de la zone euro, avant le 2 avril, qui est la date du Liberation Day, et de l'annonce choc des droits de douane réciproques, les perspectives économiques s'étaient améliorées en raison des annonces précédemment évoquées de hausse des dépenses militaires à venir en Europe. C'est un facteur significatif de soutien à la croissance, nourri aussi par le sentiment que les appels au sursaut de l'Union européenne ont été entendus. Néanmoins, l'aggravation du choc tarifaire post-Liberation Day nous a conduit à revoir notre scénario de croissance en Europe. Effectivement, la hausse des droits de douane américains devrait à court terme peser plus négativement sur la croissance européenne que les gains liés à la hausse des investissements dans la défense et les effets d'entraînement entre pays, car ces gains mettront plus de temps à se faire sentir. De ce fait, nous prévoyons une croissance de 1,1% en 2025 en zone euro. Ce chiffre est légèrement plus élevé que celui présenté dans l'éco-perspective, car il tient compte du bon chiffre de croissance du premier trimestre 2025. Un léger mieux est toutefois attendu entre 2025 et 2026, malgré le ralentissement américain, grâce à la montée en puissance des dépenses de défense en Europe et du plan d'investissement allemand. Pour 2026, nous anticipons donc une croissance de 1,2% contre 1,3% dans notre éco-perspective, soit un taux de croissance similaire à celui attendu pour les États-Unis. C'est notable, cette convergence attendue des taux de croissance entre les États-Unis et la zone euro à l'horizon 2026 est une caractéristique importante de notre scénario. Enfin, pour le Royaume-Uni, la croissance moyenne annuelle est un peu abaissée, mais relativement moins par rapport à la zone euro, le pays étant moins sanctionné que ses voisins européens. Nous anticipons donc une croissance de 1% en 2025 et 0,8% en 2026. Merci pour ce tour d'horizon des perspectives de croissance. Passons maintenant à l'inflation. Un même scénario de convergence est-il attendu ? Eh bien, pas du tout. C'est un autre marqueur important de nos prévisions. Les perspectives actuelles sur le front de l'inflation, de part et d'autre de l'Atlantique, apparaissent très divergentes. D'après nos prévisions, l'inflation américaine commencerait à visiblement remonter à compter du troisième trimestre 2025 pour atteindre un pic à 4% au deuxième trimestre 2026. En moyenne annuelle, l'inflation américaine s'élèverait à 3,1% en 2025 et à près de 4% en 2026. Cette hausse est la conséquence directe du choc tarifaire. Elle ne procède pas, dans nos prévisions, d'une mécanique inflationniste auto-entretenue comme en 2021-2023. Elle revêt, de ce point de vue, un caractère transitoire. Néanmoins, un ralentissement plus marqué encore de l'économie américaine, voire une récession, pourrait aider à modérer cette bosse d'inflation. De même, le recul actuel des prix du pétrole est un développement favorable qui tirera vers le bas l'inflation américaine, au moins à court terme. Je prends le relais d'Hélène pour enchaîner sur la zone euro. Concernant la zone euro, nous continuons d'anticiper une poursuite de la désinflation et un retour à la cible de 2%. Au niveau des composantes domestiques, la dynamique est désinflationniste et au niveau des composantes non domestiques, l'inflation importée des États-Unis et les surcoûts entraînés par les frictions et la réorganisation des chaînes de production devraient être contrebalancés par le renforcement de l'euro face au dollar, l'absence de mesures de rétorsion d'envergure et la désinflation, voire la déflation importée de Chine. En 2026, l'inflation headline passerait même légèrement en dessous de la barre des 2% en moyenne annuelle d'après nos prévisions. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged.
The risks of higher unemployment and higher inflation appear to have risen, and we believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Downside risks to economic growth have increased. The major escalation in global trade tensions and associated uncertainties will likely lower euro area growth by dampening exports, and it may drag down investment and consumption. Increasing global trade disruptions are adding more uncertainty to the outlook for euro area inflation. Falling global energy prices and appreciation of the euro could put further downward pressure on inflation. This could be reinforced by lower demand for euro area exports owing to higher tariff and a rerouting of exports into the euro area from countries with overcapacity. Convergence des taux de croissance, divergence des trajectoires d'inflation, qu'est-ce que cela signifie pour les politiques monétaires ? La tâche semble plus compliquée pour la Réserve fédérale américaine que pour la Banque centrale européenne. En effet, et cela nous amène à anticiper des évolutions divergentes des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, côté américain, la Fed doit naviguer entre des risques haussiers sur l'inflation et baissiers sur la croissance. Elle doit gérer une situation de type stagflation. Dans notre scénario, ces deux risques tendent à se neutraliser et nous pensons que la Fed n'a pas d'autre choix que le statu quo monétaire, statu quo qu'elle prolongerait jusqu'à la fin de cette année 2025. Le risque d'un désancrage des anticipations d'inflation entre aussi en ligne de compte et explique pourquoi nous pensons que la Fed ne peut pas passer outre la remontée attendue de l'inflation et baisser ses taux d'intérêt pour réagir au ralentissement de l'activité. Tant que ce ralentissement reste contenu, il n'appelle pas de baisse de taux d'après nous. En 2026, en revanche, la Fed serait en mesure de reprendre ses baisses de taux, l'arbitrage inflation-croissance se déformant en faveur de la croissance. Par rapport à ce qu'Hélène vient de dire sur la difficulté de la tâche de la Fed, pour la Banque centrale européenne, la donne est plus favorable du côté de l'inflation comme du côté de la croissance. Et les conditions restent réunies pour poursuivre les baisses de taux à court terme. Nous continuons d'en anticiper deux nouvelles, en juin et en juillet, de 25 points de base chacune, pour atteindre un taux terminal de 1,75% en juillet. En 2026, en revanche, sur la deuxième partie de l'année, le renforcement attendu de la croissance, associé au caractère inflationniste de l'effort de réarmement, amènerait la BCE à remonter ses taux de 50 points de base d'après nos prévisions, ce qui accentuerait le découplage avec la Fed. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre fait face à une situation plus complexe, car l'inflation y est plus élevée et la situation économique difficile. D'après nos prévisions, cela amènerait à poursuivre son assouplissement au rythme lent d'une baisse par trimestre, en l'étalant jusqu'au début 2026. Enfin, la Banque du Japon, qui se démarquait par une remontée très précautionneuse de ses taux directeurs, se rapprocherait de ses pairs en mettant en pause cet ajustement pour le restant de l'année. Il s'agirait donc d'un statu quo comme la Fed, mais pour des motifs différents. Au Japon, ce sont les inquiétudes sur la croissance qui prédominent. Une fois ces inquiétudes passées, la Banque du Japon reprendrait ses hausses prudentes de taux en 2026. Pour terminer cet échange, que pouvez-vous nous dire des risques associés à ces prévisions pour les États-Unis d'abord, la zone euro ensuite ? Eh bien, aux États-Unis, le choc tarifaire, déjà évoqué à de nombreuses reprises, le climat général d'incertitude et de volatilité financière associé alimente le risque de récession que l'on a déjà évoqué, notamment en pesant sur la confiance des ménages, des entreprises, ainsi que sur les intentions d'investissement et d'embauche. Donc les risques baissiers nous semblent dominer, mais on ne peut écarter un scénario plus favorable grâce à la bonne forme de départ de l'économie américaine et en cas de désescalade tarifaire plus importante qu'anticipée. Les projets de baisse d'impôts de l'administration Trump pourraient aussi venir en soutien à la croissance américaine, à la condition toutefois qu'ils ne créent pas trop de tensions supplémentaires sur les taux longs compte tenu de l'ampleur du déséquilibre budgétaire américain. Du côté de la zone euro, on peut identifier des risques haussiers sur l'inflation. D'après notre scénario, à mesure que la croissance se renforcera, des contraintes d'offres pourraient réapparaître et venir exercer une pression à la hausse sur l'inflation. De plus, bien que le tournant budgétaire allemand et les efforts de réarmement en Europe devraient stimuler la croissance, ils ne vont pas sans difficulté. En plus du défi de leur concrétisation,
la plus rapide possible. Il se télescope avec un défi budgétaire de taille, celui de concilier et trouver un équilibre entre plusieurs priorités actuelles, telles que l'augmentation des dépenses publiques pour la défense, les investissements dans la transition énergétique et les dépenses liées au vieillissement de la population. Tout cela se fera dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés, avec de nombreux pays qui ont toujours des ratios de dette publique sur PIB importants et des perspectives de croissance limitées dans la plupart de ces pays et même ailleurs. Il y a donc une incitation claire à ne pas relâcher les efforts de rigueur budgétaire dans ces pays où les déséquilibres budgétaires sont les plus importants, en réduisant les déficits primaires. Les enjeux sont importants, mais nous sommes d'avis que l'Europe saura les relever et sortira renforcée de cette épreuve. Merci beaucoup Hélène, et merci beaucoup Lucie. Nous retenons donc pour ce trimestre les deux tournants majeurs que sont, côté négatif, le choc néoprotectionniste des tarifs douaniers américains et côté positif, les efforts européens de réarmement et d'investissement. La seule certitude est l'incertitude qui entoure leurs répercussions. Mais des changements importants sont vraisemblablement à l'œuvre et feront l'objet d'observations attentives dans votre équipe. Nous invitons donc nos auditeurs à en suivre les développements sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast.